Optimiste ou pessimiste, c'était 1263 jusqu'à 8600, je pense, pour le Québec. Alors voilà, ils font leur arrivée, M. Legault, Mme Mécan, Dr Arruda. Il y aura aussi des questions sur le déconfinement, même si, on le sait, mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine que le gouvernement va donner sa séquence avec des dates. Il n'y aura pas de rouverture la semaine prochaine. Il n'y aura pas de rouverture la semaine prochaine, soyons clairs. Mais la semaine prochaine, nous serons en mesure d'expliquer, puis vous aurez donc l'information sur la séquence. Est-ce que le 4 mai, on va ouvrir telle chose? La semaine d'ensuite, quelle est la séquence? Est-ce que la Saskatchewan a fait hier ce que d'autres provinces s'apprêtent à faire? Alors voilà, place maintenant à la conférence de presse quotidienne du gouvernement du Québec. On se retrouve tout de suite après. Sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence par le bilan de la dernière journée. On a 97 nouveaux décès, un total de 1340. Donc, évidemment, mes pensées sont avec ces décès qui, malheureusement, s'accumulent. Donc, je pense aux familles et aux proches de ces personnes. On a maintenant 22 616 cas confirmés, incluant les personnes guéries. C'est une augmentation pour la journée de 778. On a 1460 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 227 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 20. Je veux tout de suite apporter une précision concernant justement les chiffres que je viens de donner sur le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes aux soins intensifs. Les chiffres que je vous donne sont plus élevés que ce qui devrait être. Donc, ils sont gonflés par le fait qu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés ou qui n'ont plus besoin d'être aux soins intensifs, mais que volontairement on garde à l'hôpital plutôt que de les retourner dans les CHSLD. Donc, c'est une décision qui est prise pour éviter de venir surcharger le travail dans les CHSLD, mais juste vous dire que ça vient un peu fausser les données. Donc, ça veut dire que techniquement, et puis on va essayer de le faire à partir de la semaine prochaine, quand on regarde le nombre de personnes en soins hospitaliers ou en soins intensifs, il y en a moins que le nombre que je vous donne à cause de ces personnes qui sont techniquement guéries de la COVID-19, mais qui ne sont pas retournées dans les CHSLD. Je veux revenir, là, je vous le dis depuis quelques jours, sur le fait qu'on vit vraiment deux mondes séparés dans le même monde. Là. On a d'un côté la situation dans les résidences pour aînés qui est difficile, puis on a de l'autre côté tout le reste de la société qui est relativement stable. Je veux juste vous dire, ce n'est pas unique au Québec, ça. Beaucoup d'endroits dans le monde, puis si vous lisez un peu, vous allez voir, beaucoup d'endroits dans le monde, il y a un grand pourcentage des décès qui viennent des résidences pour aînés. Je vous donne des exemples. Là. C'est le cas en Espagne, en Italie, en France, en Irlande, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, à Singapour, en Écosse, en Australie. Donc, ça excuse absolument pas la situation dans laquelle on se retrouve dans les CHSLD, mais c'est juste pour vous dire, je pense que c'est partout dans le monde qu'on s'est rendu compte, mal préparé, pas seulement au Québec, mais un peu partout dans le monde, que lorsque ce virus rentre dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu dans le foin, là. Tout brûle rapidement, ou en tout cas une bonne partie des gens dans les CHSLD deviennent infectés et ça devient comme facilement hors contrôle. Donc, c'est une bien petite consolation, là, mais c'est juste dire, c'est pas unique au Québec et personnellement, je vais parler pour le Québec,
Moi, j'en tire une grande leçon. Vous savez qu'on travaillait déjà sur les maisons des aînés. J'ai demandé aux gens qui s'occupent de ce dossier-là de l'accélérer. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir, je veux qu'on corrige cette situation-là dont on est personne fière au Québec puis qui existe depuis trop longtemps. Donc, bien sûr, mieux payer les gens, donc avoir aussi plus de personnel dans les nouvelles maisons des aînés, mais ce n'est pas suffisant de parler du personnel. Il faut qu'il y ait plus d'espace pour éviter que le feu prenne comme un peu dans une grange où il y a du foin, là. Il faut absolument qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait plus d'espace pour séparer les personnes, plus d'espace pour le personnel. C'était déjà le concept qu'on avait dans les maisons des aînés. Mais là, j'ai demandé, entre autres, au président du Conseil du Trésor de vraiment accélérer les choses pour qu'on soit capable et de mettre tout le personnel nécessaire, mais aussi d'avoir le plus rapidement possible des lieux qui évitent qu'on vive ce qu'on vit actuellement au Québec et partout ailleurs. Je reviens sur le feu qu'on doit éteindre à court terme, parce que c'est ça qui est notre priorité, même si en parallèle, on travaille sur des mesures pour changer les choses à moyen terme. Il reste qu'à court terme, il y a un problème de manque de personnel dans nos CHSLD. Et je veux vous dire, là, quand on a commencé à répondre aux gens qui s'étaient inscrits sur « Je contribue », on exigeait deux choses. Qu'elles soient qualifiées, puis qu'elles acceptent de venir travailler à temps plein pour éviter d'avoir trop de monde qui rentre et sorte dans les CHSLD. On est en train de revoir la liste. Et là, aujourd'hui, je veux demander aux gens qui ne sont pas inscrits sur « Je contribue » de s'inscrire pour venir nous aider dans les CHSLD publics. C'est important, même si vous n'avez pas de qualification, si vous êtes disponible à temps plein, bien, moi, je vous le demande, là, on a besoin de vous autres pour venir s'occuper de nos personnes les plus vulnérables. Et je veux juste vous dire, évidemment, là, c'est pas du travail bénévole qu'on vous demande. Toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas qualifiées, vont gagner le salaire qu'on donne, qui est le salaire le moins élevé dans les CHSLD pour ce qu'on appelle les aides de service. Donc, j'ai demandé qu'on me sorte le montant, incluant les primes, là. Ça donne un montant de 21 $ et 28 $, 777 $ par semaine, 3 368 $ par mois. Donc, on est prêt à offrir ces salaires à toute personne qui veut venir travailler à temps plein, même si c'est une personne qui n'est pas qualifiée en santé. Donc, qui est prête à venir donner un coup de main. On a besoin de vous autres. Donc, je reviens sur nos deux mondes. Il reste que si on met de côté les CHSLD, la situation est sous contrôle. C'est ce que nous disent les scientifiques. La situation est sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais ça veut dire qu'on va réouvrir la société graduellement. On l'a dit, on va vous déposer la semaine prochaine. Ce n'est pas la semaine prochaine que ça va commencer à ouvrir, mais on va vous déposer la semaine prochaine un plan pour réouvrir les écoles, réouvrir les entreprises. C'est important, par contre, que les mesures dont on vous parle depuis longtemps restent, là. Ça veut dire, entre autres, rester toujours à 2 mètres, donc à 6 pieds des autres personnes. Puis dans les cas où ce n'est pas possible, oui, on va recommander fortement de porter un masque. Donc, quand vous n'êtes pas capable, que ce soit dans le transport en commun ou dans votre travail, de rester toujours à 2 mètres des autres personnes, oui, on va suggérer fortement de porter un masque.
juste vous dire, revenir, là, je sais qu'il y a encore des gens qui sont inquiets, qu'on va faire ça graduellement, puis qu'on va tester aussi au fur et à mesure pour être certain que le feu ne reprend pas, là. Donc, qu'on soit capable de rester en contrôle. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il restera toujours des risques. Mais si les personnes restaient à la maison encore pour des mois, il y aurait aussi des risques de problèmes de santé mentale. Donc, je sais que moi, le premier, depuis des semaines, j'essaie d'entrer dans la tête de tous les Québécois qu'il faut rester à la maison. D'ailleurs, ça a bien réussi. Puis je vous remercie, là, je suis vraiment fier de voir comment les Québécois ont respecté les consignes. Mais là, il faut comme un peu se déprogrammer, moi le premier, mais vous autres aussi, pour être capable de rechanger encore d'approche, d'attitude. Donc, la vie va être différente. On va rester à 2 mètres pendant plusieurs mois des autres personnes, mais on a besoin que le Québec renaisse, là. On a besoin que la vie, entre guillemets, normale reprenne. On a besoin de nos amis, on a besoin tranquillement, en étant prudent, de recommencer la vie en société. Et c'est vrai que ça ne sera pas la même vie qu'avant. Donc, on va être différent. On ne sera pas tout à fait pareil comme avant. Mais je pense qu'on va sortir grandi de cette épreuve collective. Puis, c'est important, plus que jamais, de rester unis. Puis, oui, il reste un gros chantier dont on doit s'occuper, les résidences de nos aînés. C'est pas le temps d'être découragé, là. C'est le temps de se relever les manches, régler ce problème-là, puis en même temps, reprendre tranquillement, graduellement, la vie normale, retrouver l'espoir, retrouver la fierté, et je suis certain qu'on est capable, les Québécois, de passer au travers, puis de revenir graduellement à une société qui reste unie, qui reste fière. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Good afternoon. Bonjour. We have now two different situations. Aujourd'hui, nous faisons face à 2 situations au Québec. National emergency Il y a une urgence nationale senior residence. dans les résidences pour les personnes âgées. Nous continuons de faire tout ce que nous pouvons More staff. pour And we have intégrer plus de personnel. Puis, il y a le reste du Québec. seems to be, Le taux de contagion semble être sous contrôle. as I've said yesterday, we Comme je l'ai dit hier, next nous week, n'allons pas but we'll rouvrir announce the la semaine timeline prochaine. Cependant, nous allons annoncer l'échéancier. themselves Ainsi, chacun pourra se préparer en conséquence. to follow the public health Tout le monde devra suivre les recommandations et instructions de la santé publique. to keep our Nous allons devoir continuer à maintenir wearing a mask une in public distance adéquate. will also be recommended Il sera ainsi when you cannot recommandé de porter un masque en public lorsque la distance de 2 mètres avec les autres n'est pas possible. going to a tough situation. Je sais que la situation est difficile en ce moment, We must prepare ourselves mais nous devons nous préparer and months. aux semaines à venir et aux mois à venir. Are winning the battle against the first Nous sommes en train de gagner la bataille contre la première vague de contagion. is only Mais la guerre ne fait que commencer. continue our Nous effort devons continuer to get à faire des efforts. Nous allons passer à travers la crise tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Olivier Bossé-Le Soleil. Bonjour, M. Legault. C'est très intéressant ce que vous dites sur le fait de se déprogrammer. Effectivement, vous êtes conscient que depuis 6 semaines, vous venez ici à 1 heure chaque jour dire c'est dangereux, faites attention. Et là, comment convaincre les gens que
c'est encore dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon que de sortir. Bien, c'est ça. C'est un gros défi. Puis c'est vrai que je suis comme, d'une certaine façon, victime De votre succès. de notre succès, de mon succès, ou de notre succès ensemble. Les gens ont bien écouté, puis je suis fier de ça, de voir que les Québécois, là, on se rappelle du rapport qui montrait que dans les 60 États et provinces, c'était au Québec que les gens étaient le plus confinés, donc avaient accepté de changer leur habitude. Puis là, on arrive, puis il faut leur redemander encore de changer leurs habitudes, puis d'avoir une certaine ouverture à se déconfiner, mais graduellement. C'est ça qui est important de dire. Puis c'est là qu'on peut contrôler le risque, c'est qu'en ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle, s'assurer que ça ne déborde pas dans nos hôpitaux, mais on ne peut pas attendre un vaccin. Les spécialistes sont d'accord, là, ça va prendre 6, 12, 18, 24 mois avant d'avoir un vaccin. Donc, si tout le monde reste à l'intérieur, pendant tout ce temps-là, il y en a qui vont avoir des problèmes de santé mentale. Donc, on n'aura rien réglé. Donc, mais je comprends que c'est un défi qu'on a là, de reprogrammer notre façon de penser. Monsieur Arruda, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on en est sur l'immunité des gens qui l'ont eu? Je sais que vous avez glissé un mot hier. On sait qu'ils sont immunisés, on ne sait pas combien de temps. Où est-ce qu'en sont les connaissances ou les recherches là-dessus? Bien, elles continuent à être faites, mais on n'a pas nécessairement les réponses qu'on aimerait avoir. Là. Puis, premièrement, je voulais vous dire, pour aller dans le sens de la déprogrammation que dit notre premier ministre, vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début que ce qui était vrai, là, je vous le disais en date d'aujourd'hui. Je savais déjà qu'un jour, on allait dire qu'il va falloir revenir en arrière. Donc, puis c'est vrai, puis ça va être vrai aussi selon les connaissances. Puis ce plan de réouverture-là aussi, il y a des conditions. Le premier ministre est bien au fait. Si en ouvrant, on se rend compte qu'on est en train de se réchauffer, puis qu'on est en train de recommencer, bien, on va peut-être avoir à ralentir la cadence ou à faire même un step back. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus tolérer cela. Les pédiatres sont d'accord. Il y a des phénomènes de santé mentale qui s'installent, puis des problèmes de toxicomanie et autres, les enfants battus, etc. Il faut faire attention. Pour votre question, écoutez, ce qu'on sait, c'est que probablement, quand on l'a fait récemment, on a une certaine immunité. Donc, je pense que probablement que les gens qui l'ont fait cette saison-ci, s'ils font quelque chose à l'automne, ils vont le faire beaucoup moins fort, probablement que ceux qui sont complètement vierges par rapport au virus. Mais est-ce que ça va persister 1 an, 2 ans? Ne pas persister du tout après, en 2022. Je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour ça, il n'y a pas assez de cas, mais on va le voir en fonction particulièrement des pays qui vont avoir des deuxièmes vagues, si vous me permettez, parce qu'on n'ira pas faire une inoculation chez des personnes qui l'ont eu pour juste checker au cas où. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bravo. Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre canadien a évoqué, et vous l'avez probablement entendu, qu'il serait peut-être souhaitable de ramener la gestion des CHSLD sous la loi canadienne, je vous vois lever les yeux, là, sous la loi canadienne de la santé. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus? Bien, écoutez, on se rappelle quand le système de santé a été mis en place, le gouvernement fédéral en finançait 50 %. Donc, c'était 50 % le fédéral, 50 % les provinces. Aujourd'hui, le fédéral finance seulement 23 % des réseaux de la santé des différentes provinces. Donc, si j'ai une demande à faire à M. Trudeau, c'est qu'il revienne à 50 %. Nous autres, on va s'occuper de gérer le réseau. Mais je pense que si le fédéral peut faire quelque chose, là, c'est de ramener les transferts en santé au niveau original. Actuellement, on nous rapporte, Mme McCann, qu'il y a des médecins qui vont dans les CHSLD et qui sont rappelés dans les hôpitaux. C'est ce qui s'est passé là, dans les CHSLD. Le premier ministre a évoqué là, mis le feu dans le foin. Là. Il n'y a pas un risque dans les hôpitaux actuellement?
Bien, écoutez, moi, je pense que ce qui est important, c'est que le matériel de protection soit bien porté. Hein? Puis on sait que les médecins ils ont de bonnes connaissances dans l'utilisation du matériel de protection. Donc, ça, c'est la première chose. Évidemment, ça dépend aussi, puis je vais demander à Dr Arruda d'ajouter quelque chose là-dessus, parce que ça dépend où le médecin a travaillé et dans quel département il travaille à l'hôpital. Il y a peut-être des mesures additionnelles à prendre, mais à la base, c'est de bien porter le matériel de protection et les conseils d'usage. Là, quand on sort de la zone chaude, il y a des mesures à prendre. Alors, pour la transition, je vais donner la parole à Dr Arruda là-dessus. Oui, effectivement, c'est évalué, je vous dirais, au cas à cas, tout dépendamment de la clientèle, si elle est à haut risque ou pas. C'est sûr que dès que le médecin a des symptômes, on ne voudra pas qu'elle ait travaillé. Par contre, vous allez me dire, il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est tout à fait vrai, mais dans le contexte de soins, je vous dirais, les gens vont porter une attention particulière à l'équipement, puis je dirais aux mesures de précaution en contexte de soins. C'est plus facile que dans un contexte même de soins aigus, plus facile que dans un contexte de CHSLD, où les soins sont d'une autre nature. Et puis, je pense aussi quelque part qu'il y a quand même de la circulation communautaire aussi, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura des risques, même aux médecins qui ne sont pas allés dans les CHSLD, de l'attraper dans le cadre de leurs activités communautaires, d'où l'importance, à mon avis, encore, tant pour les médecins que pour tous les travailleurs de la santé, que pour la population, que ce déconfinement-là se fasse de façon progressive, mais aussi, ça ne veut pas dire que le jour où on fait des déconfinements, tout le monde se retrouve avec des soupers le dimanche avec grand-papa, grand-maman, et puis le bon rôti de bœuf, etc. On a tous le goût de ça bientôt, mais on n'est pas encore rendu après la phase intensive. Donc, j'invite encore tout le monde à garder. Il y a un dosage. On réouvre dans certains secteurs, on réouvre avec des personnes qui ne sont pas nécessairement à risque, mais allons pas tout mêler en même temps. Parce que c'est sûr que ça va amener un vent de liberté attendu. Puis ça va être difficile pour ceux qui vont avoir encore à rester un peu plus enfermés, mais il faut falloir le faire comme ça. Merci. Maintenant, si je peux me permettre de poursuivre un peu sur le même thème, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, Journal de Montréal. Et la question est bonne autant pour M. Legault que pour Dr Arruda. Donc, là, vous insistez maintenant sur le besoin d'immunité collective pour justifier le déconfinement graduel. Bon, maintenant, il y a cette recommandation pour le port du masque et la distanciation là, afin de limiter la propagation. Mais s'il faut que les personnes moins vulnérables attrapent le virus, pourquoi il faudrait porter un masque là, à l'école, par exemple? Écoutez, on sait que d'emblée, si on porte des choses, mais qu'il y a toujours... les gens ne vont pas le porter parfaitement, là, il va en avoir de la contamination. Mais on ne veut pas non plus que ça circule trop vite, parce que si ça circule trop, on ne voudrait pas se retrouver dans une situation, par exemple dans la région de Montréal, là, où actuellement il y a plus de transmission, que les hôpitaux de Montréal aient de la difficulté à prendre soin des patients. C'est sûr que la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas prédire qui est la personne en bonne santé qui va faire la maladie, là. Les chances sont beaucoup plus faibles que les personnes âgées, que les gens ont des problèmes. Mais on y va en fonction d'une gestion du risque. Puis, je tiens à vous dire, là, oui, on veut que les gens s'immunisent, ça va nous aider à diminuer la transmission, mais il y a aussi des questions d'effets pervers de confinement qu'il faut prévenir, là, de santé mentale, de gens qui n'ont pas accès, qui absolument ont accès à des services alimentaires, des enfants qui mangeaient, qui avaient des repas dans les écoles qui étaient servies, mais qui ne l'ont plus actuellement. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération dans l'embalance. Fait que, dans le fond, c'est un peu comme un mélange de oui, on veut que ça l'immunise, surtout des gens qui n'ont pas de facteur de risque, qui ne seront pas des bassins pour d'autres plus tard, mais aussi remettre un équilibre dans le confinement versus toutes les autres problématiques de santé qui peuvent survenir. Les pédiatres pourront vous le dire, ont des préoccupations pour certaines clientèles d'enfants vulnérables. Merci. Maintenant, en 2006, dans le plan de lutte à une pandémie d'influenza, le ministère de la Santé mentionnait que les établissements de santé devaient dresser des listes de personnes pouvant être appelées en renfort pour le remplacement là, de milliers de travailleurs qui seraient absents en cas de pandémie. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est quelque chose qui a été fait? Et puis en même temps, est-ce que finalement, là, je contribue, c'est pas un peu un autre exemple d'échec de centralisation? Bien, écoutez,
je pense que d'abord, on avait une pénurie de personnel là, dans le réseau de la santé. Je dis avait avant la pandémie, évidemment, avec les absences, ça s'accentue. Pour ce qui est de je contribue, comme le premier ministre l'a dit, au départ, on cherchait des gens avec des expertises en santé et services sociaux. Mais là, évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire un autre tour de roue. Puis l'appel du premier ministre d'aujourd'hui, je pense que, et je l'espère, là, que ça va attirer beaucoup plus de gens. Et là, évidemment, on pourra avoir, encore une fois, je l'espère, des milliers de personnes pour venir nous aider. Alors, je pense que je contribue, prend un autre angle à ce moment-ci parce que la situation a changé. Au départ, on avait besoin d'expertise en santé et services sociaux. Là, on a besoin de bras pour vraiment nous aider à prendre soin des personnes âgées. Donc, je contribue à une fonction très importante. J'aurais un point à ajouter. Oui, il y a un gros problème dans les CHSLD, puis on le reconnaît, mais il faut comprendre que les plans de mobilisation existent. Ils existent dans le cadre de la loi de santé publique, ils existent dans le cadre de la pandémie, des textes de pandémie. Mais juste pour donner un exemple, dans les équipes de santé publique pour faire des enquêtes à Montréal, alors qu'ils sont moins de 100, on est 800 personnes actuellement. Je veux dire, dans les équipes de santé publique de la Montérégie, ailleurs, on mobilise des ressources, puis on est en train de les remobiliser encore plus pour la phase de mesure sur les effets de nos interventions. Donc, puis dans le système de soins, on n'a pas eu d'enjeu, mais il y aurait eu on a réussi à protéger notre système de soins de façon équilibrée. Mais, monnaie, ça devient, comment je pourrais dire, on ne peut pas non plus tricoter des individus ou les cloner, mais on a des mobilisations. Moi, on a des backups d'équipe pour permettre aussi aux gens, comme ça dure longtemps, de ne pas tomber malade et puis de pouvoir prendre une journée de repos par semaine ou une demi-journée. Puis dans cette demi-journée-là, on travaille pareil, mais au moins on est à la maison. Fait qu'il y a ce genre d'éléments-là qui, donc, oui, ça a été utilisé, les plans de mobilisation comme tels. Merci. Maintenant, prochaine question, Alex Boissonneau, Radio-Canada. Bonjour. Je me pose des questions sur les courbes qu'on utilise pour essayer de voir un peu l'état de la situation au Québec. Lorsqu'on parle du nombre d'hospitalisations, on se rend compte qu'il y a toujours une augmentation, des fois plus importante que d'autres fois. Or, selon ce qu'on disait, on aurait atteint le plateau de la première vague de l'épidémie, même qu'on l'aurait passé. Comment se fait-il qu'il y ait toujours cette augmentation-là du nombre de cas d'hospitalisation et même des cas rapportés aussi d'infection à la COVID-19? Je vais commencer en expliquant ce que j'ai dit tantôt. Là. On va identifier combien il y a de personnes qui sont hospitalisées ou même dans les soins intensifs qui ne devraient pas être là, mais qu'on a choisi de garder là parce qu'on ne voulait pas les retourner dans les CHSLD. Je pense que si on tient compte de ça, bien, non seulement il y a une stabilisation, mais il y a une baisse. Mais on va vous revenir avec des chiffres qui viennent confirmer ça la semaine prochaine. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, c'est qu'il y a eu les cas, on a probablement eu le pic, et c'est contaminé par l'histoire des CHSLD, là, parce qu'il faut regarder le communautaire puis les CHSLD. Le pic a été atteint, on dit dans la région de Montréal, autour du 4 avril. Par contre, c'est 15 jours plus tard que les hospitalisations apparaissent, puis les décès encore un peu plus tard, parce que ça dépend de la durée moyenne de séjour. Et là, ce qui se passe, et c'est ça qui est arrivé aussi, au tout début, il y avait même des gens qui étaient aux soins intensifs qui, dans un contexte, entre guillemets, habituel, ne seraient pas allés aux soins intensifs. On a eu même des cas de soins intensifs au début que, quand on compare avec d'autres pays, ils n'auraient pas été aux soins intensifs, mais disons, on avait de la place, il y a des meilleurs soins, puis on les a placés là. Après ça, il y a des personnes aussi âgées qui sont arrivées, notamment des CHSLD comme telles, qui ont été soit aux soins intensifs ou dans l'hôpital, puis qui, pour des raisons où il y a des feux de forêt dans certains CHSLD, on a dit plutôt que de les renvoyer, là où il y a un manque de personnel de soins, on va les maintenir à l'hôpital. Là, ces personnes-là vont probablement aller dans des endroits de transition où ils vont avoir des soins adaptés à leurs besoins, là, qui n'est pas des soins aigus. Puis ça, c'est venu artificiellement, je vous dirais, monter, en fin de compte, le nombre de gens qui sont hospitalisés. Et donc, on va recorriger ça. On va refaire une collecte spécifique, parce que c'est auprès des gens, puis on aura ces chiffres-là de façon plus réaliste. Fait qu'on pense vraiment que c'est ça comme phénomène, et c'est pour ça qu'on a comme un genre de plateau, alors que probablement, on est en train de redescendre. Sous-question? Est-ce que vous avez des indications, parce que vous parlez de la lourdeur du fardeau pour les Québécois, du fardeau du confinement,
Ça peut avoir un impact sur la santé mentale, sur le traitement des enfants, la violence faite aux femmes. Est-ce que vous avez des indications à la santé publique de cette lourdeur-là, des cas de violence faite aux femmes, des cas d'enfants qui n'auraient pas les services dont ils ont besoin? Est-ce que vous le sentez, ça, dans ce que vous avez comme information? Bien, écoutez, c'est pas nécessairement la santé publique seulement, là, mais je peux vous dire qu'on fait des sondages, hein, puis on voit l'état mental des personnes, les signes de dépression. Il y a des sondages qui sont faits par différents mécanismes, soit avec la direction des communications chez nous ou d'autres sondages qui sont faits. On sent qu'il y a des indices là, comme tels. Il semblerait qu'il y aurait eu une diminution des déclarations à la DPJ. Ça, c'est un autre phénomène parce que pour déclarer, des fois, il faut voir. Hein. Ça, si tout le monde est confiné, c'est là. Donc, on a certains indices là, qu'on semble voir, peut-être certains éléments d'appel au 811 en termes d'information. Et puis, bon, les cliniciens aussi, soit du domaine psychologique ou autre, nous donnent des inputs de cette nature-là. Puis, de toute façon, c'est connu là, dans la littérature d'enfermer les gens. Puis c'est isoler les gens les plus vulnérables aussi, qui n'ont pas de soutien familial, c'est aussi un problème important. Mais on prépare un plan. Il est terminé d'ailleurs. On a quelques étapes encore à faire pour donner davantage de réponses dans le volet santé mentale. On veut augmenter les possibilités de réponse, que les gens puissent avoir des suivis téléphoniques aussi, bien entendu, ou en personne quand c'est requis. En santé mentale, on va vraiment bonifier notre offre de services en santé mentale à court terme. Si vous me permettez un autre élément, ma collègue, Mme Maltais, qui s'occupe des services sociaux, est aussi en train de voir un plan pour supporter les familles endeuillées. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a les problèmes de santé mentale, mais il y a des gens qui ont vécu des deuils dans un contexte qui est très différent du contexte habituel. Et puis, il faut probablement, à mon avis, avoir des approches auprès de ces familles-là. On va vous donner davantage d'informations parce que ce sera un programme spécial pour les familles endeuillées parce qu'effectivement, la situation est extraordinaire actuellement pour ces familles-là. Très bien. Autour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda. Monsieur le Premier ministre, compte tenu de ce qui s'est passé dans les CHSLD, notamment, on pense beaucoup à ce qui s'est passé au Heron, CHSLD privé, dans d'autres établissements également, compte tenu de ce qu'a dit Monsieur Trudeau ce midi concernant les CHSLD, est-ce que vous songez à nationaliser les CHSLD, de dire dorénavant, là, c'est l'État qui va s'occuper de tout pour s'assurer qu'on ait, à tout le moins, un minimum de standards d'État? J'exclus pas ça. Je pense qu'effectivement, dans les CHSLD, on a des personnes fragiles qui ont besoin de soins. Au Québec, les soins, c'est un système public. Donc, est-ce qu'on devrait avoir tous les CHSLD qui soient publics? J'exclus pas ça. On va regarder la situation comme il faut dans les prochaines semaines, mais il ne faut pas exclure ça. Et vous avez demandé justement qu'il y ait des évaluations qui soient faites en ce sens-là. Est-ce que vous avez une idée de quelle façon ça pourrait s'orchestrer, combien ça coûterait, par exemple? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entreprises en ce sens-là? Oui, on est en train de regarder aussi quand les contrats se terminent, parce qu'il y a des CHSLD privés conventionnés, donc il y a des durées de contrat, puis on me dit qu'il y a quand même beaucoup de contrats là, qui viennent à échéance bientôt, donc il y aurait une opportunité de transférer ces CHSLD au public de façon relativement facile. Donc oui, on regarde ça, puis on est en train de chiffrer ça. Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, la Fédération québécoise des municipalités vous interpelle directement. Elle dit qu'il en va de la survie de beaucoup de petits commerces dans des villages et même de la survie de ces villages-là qui en dépendent, donc des stations-service, petites épiceries. Et on dit que ces commerces-là n'ont pas besoin d'un prêt, ils ont besoin d'une aide directe, d'argent, d'une petite enveloppe pour passer à travers des 5 000, des 10 000, des 15 000 $. Est-ce que ce serait possible pour ces petites municipalités-là de faire un programme de ce genre-là? On n'exclut pas ça. Déjà, il y a des programmes qui existent, soit gérés par les MRC avec les FLI, soit directement chez Investissement Québec au ministère de l'Économie. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de les réouvrir rapidement, les petits commerces.
Donc, on travaille fort là-dessus, mais oui, on regarde pour de l'aide. Puis je suis très conscient que des petits commerces qui n'arrachent, comme on dit au Québec actuellement, puis qui ont besoin d'aide financière. Par ailleurs, vous avez régulièrement fait allusion à de nouvelles politiques d'achat local, notamment en matière d'autonomie alimentaire, en matière d'achat d'équipements médicaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de conformité par rapport à tout ce qu'on a comme accords internationaux en matière d'achat, d'approvisionnement? Si on fait une préférence nationale dans les achats, est-ce qu'on ne va pas en contravention des accords internationaux auxquels on souscrit? Il ne faut pas négliger, effectivement, le respect des accords internationaux. Par contre, il y a possibilité d'acheter beaucoup plus local. Je pense que le gouvernement et ses ministères et ses organismes devraient beaucoup plus acheter local que ce qu'on voit actuellement. Il faut aussi ne pas être naïf. Je vais parler de la Chine, par exemple, où on exporte 4 milliards, mais où eux nous en exportent 12 milliards de produits. C'est très difficile de percer certains marchés comme la Chine. Donc, il ne faut pas être naïf. Si le marché de l'autre côté n'est pas accessible pour nos entreprises, je ne vois pas pourquoi on se priverait de le rendre plus difficilement accessible aussi à ces pays-là. Donc, il y a toutes sortes de manières de contourner ces lois internationales, mais c'est certain qu'il faut davantage produire au Québec avec nos entreprises puis nos travailleurs québécois. Autour d'Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour. Des agences privées de placement de personnel présentement gonflent leur prix depuis le début de la pandémie. Certaines agences même font du maraudage dans les résidences pour aînés pour ensuite revendre leurs services de travailleurs recrutés avec une facture, bien sûr, plus élevée. On comprend que vous voulez adopter des mesures pour contrer le phénomène, mais qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour les empêcher de faire ça? Effectivement, ça n'a pas de bon sens entre nous que des agences profitent de la situation pour prendre un immense profit puis de profiter du fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'ai demandé à Daniel, en qui j'ai totalement confiance, de régler rapidement ce problème-là. Peut-être que tu peux... Et on n'exclut rien. On regarde tout, hein, que ce soit réglementaire, juridique. C'est inacceptable. Alors, on va procéder rapidement. Question. Concernant les maisons des aînés, vous nous dites que vous voulez accélérer le déploiement de ces nouvelles maisons-là, mais les maisons des aînés ne remplaceront pas les CHSLD là, qui existent déjà au Québec, dans lesquels il y a des usagers. Le vieillissement de la population va également se poursuivre au cours des prochaines années. On peut penser que la demande, donc, va être plus élevée pour avoir ce type de service-là. Comment est-ce que vous allez faire pour vous assurer qu'il n'y a pas deux classes d'aînés? Les aînés qui vont avoir accès au service AAA de la Maison des aînés, puis les autres qui vont avoir accès au service qui date d'un siècle dernier. OK. Bon, effectivement, d'abord, j'aime pas le nom. Moi, CHSLD, là, ça fait très bureaucratique. Là, j'aime mieux Maison des aînés. En plus, ça fait plus personnel. Puis on veut que les maisons des aînés, tout en ayant plus d'espace, aient moins de résidents au total pour que ça soit plus semblable à ce qu'on trouve autour d'une maison. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, les gens sont trop tassés dans les CHSLD. Donc, fur et à mesure, puis on va y aller rapidement, qu'on va construire des maisons des aînés avec plus d'espace, ça va aussi libérer des espaces dans les CHSLD actuels où on va changer les normes, où on va aussi les embellir, les rénover. Mais effectivement, il faut compter un certain temps, mais je veux quand même qu'on procède très rapidement dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, pour construire le maximum de maisons des aînés, puis le plus rapidement possible, offrir enfin à nos aînés ce qu'ils méritent, c'est-à-dire un endroit agréable où il y a de l'espace, où on ne crée pas de feu dans un paquet de foin comme on l'a vécu là, avec le virus, donc où il y a de l'espace. Et ça va se faire le plus rapidement possible. Puis le président du Conseil du Trésor travaille très fort là, à ce que ça se mette en branle là, dans les prochains mois, puis qu'on se mette à l'ouvrage pour construire ces belles maisons des aînés qu'on doit enfin avoir.
Oui. Alors, j'ajouterais aussi que on est en train de réorganiser tout le travail dans les CHSLD, notamment d'avoir des équipes dédiées pour un CHSLD et vraiment organisées par unité. Ça, c'est fondamental pour la prochaine année, mais pour le futur, parce qu'on peut parler de différentes infections aussi, comme l'influenza, la gastro, etc. Donc ça va rester. Hein? Ça, c'est une grosse réorganisation qu'on est en train de faire. Puis évidemment, avec le personnel nécessaire. Et on est en train de mettre les conditions nécessaires pour avoir davantage de personnel. Et j'ajouterais aussi que, étant donné que notre population vieillit, qu'on va avoir plus de besoins, bien, il va falloir aussi qu'on donne davantage de maintien à domicile. Parce qu'il faut que les gens restent le plus possible à domicile. Il faut tout faire dans le plan là, au niveau des maisons des aînés, c'est fondamental. Et en même temps, il faut permettre le plus possible aux gens de rester à domicile. Donc, ça va être très, très important. Déjà, comme gouvernement, on a beaucoup investi dans notre première année au pouvoir, là, très important budget, et il faut continuer de permettre aux gens de rester à domicile, avoir des services importants. On regarde aussi toutes sortes de solutions de transition, par exemple, l'Hôtel-Dieu, entre autres. Donc, on est en train actuellement d'utiliser l'Hôtel-Dieu rénové. Donc, ça aussi, ça peut donner des espaces le plus agréables temporairement, le temps que toutes les maisons des aînés soient construites. Merci. La prochaine question nous provient par courriel de Marie-Michel Sioui du journal Le Devoir. Les enfants, les jeunes et les personnes moins vulnérables seront appelés à se déconfiner progressivement cet été. Est-ce que les grands-parents et les arrière-grands-parents vont pouvoir serrer leurs petits-enfants dans leurs bras? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire pendant l'été? Bien, malheureusement, là, je ne conseille pas aux gens qui ont plus de 60 ans de serrer leurs petits-enfants dans leurs bras encore pour un certain temps. Je sais que c'est dur, c'est triste, là. Bon, est-ce qu'on sera capable dans les prochaines semaines, au moins qu'ils se voient à 2 mètres de distance, là, ça, c'est peut-être plus envisageable, mais de serrer dans leurs bras des enfants, surtout le fait qu'on veut réouvrir graduellement nos écoles. Moi, la crainte la plus importante que j'ai en réouvrant les écoles, c'est que les enfants aillent voir non pas leurs parents, mais leurs grands-parents, puis les infectent, là. Il faut protéger les personnes de plus de 60, 70 ans. C'est très, très, très important parce qu'elles sont vulnérables. Donc, il y a des risques réels d'aller jusqu'à un décès s'ils attrapent la COVID-19. Là. Donc, c'est pour les protéger qu'on fait ça, c'est pas parce qu'on les aime pas. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, on sait le sacrifice que ça représente parce qu'il y a comme un élan naturel de les prendre dans nos bras. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils puissent les prendre dans leurs bras le plus longtemps possible. Si cette hâte-là se transforme dans un décès, mais ça va devenir un drame. Puis l'enfant ne pourra pas profiter de cet amour pendant quelques années de plus. Merci. Et en sous-question, toujours pour Mme Sioui, selon vos estimations, combien de Québécois pourraient mourir de la COVID-19 durant la phase de déconfinement, du retour en classe jusqu'à la fin de l'été? Écoutez, le chiffre est difficile à dire, mais c'est sûr, c'est quelque chose qu'on va monitorer. Là. Je voudrais que vous compreniez là, que les premières étapes qui vont être faites aussi dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on est habituellement. On n'aura pas l'école qu'on a vue. C'est pas du tout la reprise de ce qui se passait en janvier ou antérieurement. Donc, ça va être un modèle qui va diminuer le risque d'exposition. On espère. C'est sûr que dès qu'on met du virus en circulation, il peut y avoir des personnes qui vont l'attraper, des personnes qui vont aller à l'hôpital, mais on va mettre toutes les conditions pour diminuer l'exposition des personnes. Puis je vais en profiter, si vous me permettez, pour parler du masque, parce que je vais en profiter parce que faut que j'en parle. Monsieur Laforêt, avez-vous une question sur le masque ou je peux y aller, là? Non, allez-y. Je peux y aller? Vous aurez une autre question, Bonnie, si vous êtes chanceux. Non. Écoutez, juste pour vous dire que, je vous l'ai dit, je vais radoter encore. Le masque dans la communauté, les masques ou les couvre-visages artisanaux, ça ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation. Puis si vous avez des symptômes, vous restez à la maison, vous appelez le 811, vous allez vous mettre un couvre-masque sur le visage ou un couvre-visage, allez vous faire évaluer, puis ils vont vous donner un vrai masque. Ce que je veux vous dire, c'est que par contre, on comprend maintenant que si dans le contexte où on va revenir, que dans les moyens de transport,
qu'à l'épicerie ou qu'à certains endroits, on ne pourra pas respecter le 2 mètres. Donc, on va vous proposer d'utiliser un masque que vous pouvez même fabriquer vous-même avec couture ou sans couture. OK, il y a différents modèles pour que si vous étiez quelqu'un qui avait des symptômes ou qui est avant les symptômes, vous vous couvriez le visage, puis quand vous vous rapprochez des personnes, vous allez le porter et vous allez faire attention parce que ça va empêcher vos gouttelettes d'aller rejoindre les autres. Ça ne vous protège pas nécessairement, mais c'est une façon, en fin de compte, de s'aborder. Donc, ça va devenir probablement... Il faut bien le mettre, il faut bien l'enlever, il faut laver les choses. Puis pour ça, il y a des explications dans un pamphlet qu'on a fait en anglais et en français. La première partie, si vous rappelle les consignes. La deuxième partie vous rappelle comment fabriquer un. Il y aura des vidéos. Et Dr Vadeboncoeur, vous le connaissez, Dr Vadeboncoeur, va être dans une vidéo qui va vous expliquer comment le mettre, comment l'enlever, l'utiliser, de vous laver les mains avant, de mettre le masque, de vous laver, puis de ne pas le toucher, de bien le placer sur son nez, de ne pas l'avoir décroché sur l'oreille, de ne pas l'avoir sur le menton. Il va vous dire quoi faire comme tel, puis on va voir, puis on va suivre 100 ans de recommandations. Alors, la question des masques, là, j'espère que les gens vont répondre. Et il y a plein de vidéos sur le web pour vous dire comment on peut fabriquer un masque fait maison avec un bandana. Ce qui est important, c'est d'avoir un tissu comme un coton assez serré, mais qui laisse passer l'air. Parce que, les enfants en bas de 2 ans, il n'y a pas question qu'on porte des masques. Les personnes qui ont de la difficulté à l'enlever eux-mêmes non plus. Puis les gens qui ont des problèmes pulmonaires importants, là, vous allez voir que le masque, ça enlève l'oxygène, etc. Donc, vous le faites avec différentes techniques, un tissu qu'on peut laver facilement, qui ne se déforme pas, un coton, en fin de compte, comme tel. Vous pouvez avoir une touche de design par la couleur, si vous voulez. Et puis, à ce moment-là, vous le portez, puis vous le mettez, puis vous le lavez adéquatement. Mais tout ça va vous être expliqué, vous allez pouvoir avoir en vidéo, puis il y a plein de méthodes pour le faire. Les couturières peuvent en faire, ceux qui n'ont pas de couture peuvent en faire. Puis, au pire, un bon foulard plié 2 places autour du visage, ça peut vous servir aussi. On n'a plus le temps pour d'autres questions en français. Par contre, je ne sais pas si M. Legault, Mme McCann, vous souhaitez ajouter quelque chose sur la question des masques. Ça complète. Alors, à ce moment-là, je vous proposerais peut-être, Dr Arruda, de répéter en anglais, résumer votre proposition concernant les masques. Tout le monde posait des questions sur les masques dans la communauté. Comme nous vous l'avons déjà dit, le masque ne remplace pas la distanciation, le lavage de mains. Et si vous êtes malade, vous ne sortez pas, vous appelez le 811, vous mettez quelque chose sur le visage et vous allez consulter. Mais petit à petit, il y aura de plus en plus de personnes à l'extérieur. Il sera difficile de maintenir 2 mètres de distance avec tout le monde, en particulier dans les transports en commun ou dans les épiceries. Donc, on vous recommande de porter un masque. Nous avons publié un pamphlet en anglais et en français. Le docteur Vadeboncoeur travaille à produire une vidéo qui explique quoi faire, comment mettre le masque, ce qu'il ne faut pas faire avec le masque. Si vous le touchez, vous devez laver les mains, etc. Vous devez le jeter à la poubelle, etc. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur Google. Vous allez trouver des façons de faire des masques. Dans notre cas, nous vous proposons 2 façons de le fabriquer. Une façon sans couture, une façon avec couture. Ça peut être fait avec un morceau de coton, par exemple. C'est bien d'avoir une doublure. Il faut que l'air puisse passer à travers et vous pouvez l'utiliser, mais n'oubliez surtout pas. Je sais que je répète beaucoup la même chose. Lavez-vous les mains et gardez vos distances. Mais si vous ne pouvez pas porter le masque, c'est parfait. Question. Merci pour cette présentation colorée. Monsieur le Premier ministre, la crise qui a touché les CHSLD a été difficile pour vous. Vous avez même pensé prendre sous votre aile tous les CHSLD. Êtes-vous arrivé à ce stade? Je pense que ce scénario est plausible. Nous allons peut-être amener tous les CHSLD sous l'aile publique. Pourquoi? Eh bien parce que
Ce sont, entre autres, des services de santé. Nous sommes fiers au Québec d'avoir un système de santé public fort. Les riches, les pauvres, tout le monde a accès à ces services de santé. Voilà pourquoi nous envisageons ce scénario. Je veux veiller à ce que dans l'avenir, on ait des beaux endroits avec plus d'espace. On va les appeler maisons des aînés. On aura plus d'infirmières, on aura plus de travailleurs sur place. Et je veux m'assurer que le service soit de qualité, la meilleure qualité possible. Je pense que nous devons ceci à nos aînés. Alors, on doit aux personnes âgées respect et qu'elles soient bien traitées. Monsieur Legault, qui n'exclut pas de nationaliser les CHSLD qui sont conventionnés, qui sont privés, qui sont gérés par le privé. Il dit oui, j'ai fait demander des chiffres là-dessus. À quel moment les contrats, par exemple, viennent à échéance avec les groupes privés de propriétaires de maisons pour aînés. M. Legault qui a eu cette image à plusieurs reprises.